allons maintenant voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si le PC1 veut communiquer avec le PC3? Alors, nous comprenons qu'il s'agit d'une communication vers un réseau non local. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La procédure AND ne change pas. C'est la même logique. L'adresse IP est convertie en binaire. Le masque est appliqué sur l'adresse IP et il y a une comparaison entre l'adresse IP et le masque. Alors, vu que nous l'avons déjà fait, cette procédure avec un peu plus de détails lors du précédent calcul, nous allons maintenant partir un peu plus rapide. Donc, si nous vérifions, nous voyons que le premier masque, les résultats sont identiques. Le deuxième masque, les résultats sont identiques. Le troisième masque, alors, avant de partir vite, l'adresse IP source, dans ce cas, c'est le 172. Non, je vais me référer à cet exercice. Ok, excusez-moi. Donc, l'adresse IP source est là, 172.168.1.1. L'adresse IP de destination, c'est le 172.168.2.1. Alors, pourquoi est-ce que c'est le 2.1? Juste pour que ça soit clair, parce que nous avons passé un moment sans faire un recours à cette topologie. Je vais faire ceci. Et je vais scroll down. Alors, tel que vous le voyez, lorsque le WK1 avait communiqué avec le WK2, ils étaient dans le même réseau local. Mais maintenant, le WK1 veut communiquer avec le WK3. Okay? Ils sont séparés par un routeur. Et nous savons que le routeur sépare les broadcast domains. Et donc, le routeur sépare également les sous-réseaux ou encore les réseaux. Et donc, il s'agit d'une communication non locale parce que c'est une communication qui va au travers, qui va à un réseau. En fait, pour faire simple, c'est une communication qui va à un réseau destiné à un réseau non local. Et donc, nous avons l'adresse IP du WK1 ici et nous avons l'adresse IP du WK2. Tel que vous le voyez, sur leurs adresses IP, il y a une différence sur le troisième octet. Sur le troisième octet, l'adresse IP du WK1, nous avons 1. Sur l'adresse IP du WK3, sur le troisième octet, nous avons 2. Alors, donc, ce sont des réseaux différents. Alors, dans le calcul, effectivement, si nous nous focalisons sur le troisième octet, c'est là où il y a la différence. Parce que c'est le calcul binaire. Donc, lorsque ici 1 et 1 nous donne 1. Nous donne 1. Mais ici, 1 et 1, c'est au niveau du 7e bit du troisième octet. Donc, ici, il y a une différence. Donc, ici, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 1. Et ici, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc, c'est ça, c'est ici où se trouve la différence. Donc, en faisant ce calcul AND, donc, le PC comprend que le IPv4 packet est destiné à un réseau non local. Et vu que le IPv4 packet est destiné à un réseau non local, le traitement est différent. Il ne peut plus transmettre le packet directement à l'équipement de destination. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Nous allons partir sur nos notes. Si l'adresse IP de destination n'est pas locale, l'autre envoie le IP packet à l'adresse, à la passerelle par défaut. Donc, ce qui va se passer, le PC recherche l'adresse MAC de la passerelle par défaut, utilise l'entrée de table ARP, donc Address Resolution Protocol, déjà connu, ou utilise les messages ARP pour apprendre les informations. Donc, pour faire simple, le PC a d'abord fait le processus AND et a découvert que l'adresse IP de destination est dans un réseau local, local différent.
dans un réseau non local. Alors, ce qu'il va faire, il va envoyer, donc pour transmettre ce paquet, le PC est conscient qu'il n'est pas capable de faire le routage. Le PC n'a pas les capacités de faire le routage IP. Donc, il sait qu'il doit envoyer le IPv4 packet à la passerelle par défaut. Et donc, pour envoyer le IPv4 packet à la passerelle par défaut, du point de vue de la communication locale, le processus est le même. S'il n'a pas connaissance de l'adresse physique de la passerelle par défaut, il va utiliser le protocole ARP pour découvrir l'adresse physique de la passerelle par défaut, de l'interface du routeur, qui est considérée comme passerelle par défaut ou encore default gateway. Et donc, il va encapsuler le IP packet dans une trame de liaison de données, donc un frame avec adresse MAC de destination, l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Donc ici également, avec la théorie, parfois c'est un peu compliqué, donc nous allons maintenant repartir sur notre topologie. Alors nous voulons maintenant, le PC1 doit communiquer avec le PC3. Nous avons déjà les adresses IP. Ce PC a déjà une adresse IP. Les routeurs ont des adresses IP, mais le PC3 n'a pas encore d'adresse IP. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est de configurer une adresse IP dans le PC3. 172 IP 172.16.2.100, le masque 24. Alors nous allons partir pas à pas pour voir ce qu'il faut pour permettre une telle communication. Alors, lorsque nous venons au niveau du PC1, nous allons d'abord essayer de ping cette adresse IP, l'adresse IP du PC3. Donc, c'est le 172.16.2.100. Si nous faisons ping 172.16.2.100, nous voyons que no gateway found. Ça, c'est déjà un élément très important. Pourquoi est-ce que le PC nous dit no gateway found? Je vais prendre un exemple. Nous avons dit que le PC2 a pour adresse IP 172.16.1.200. OK? Le PC1 a pour adresse IP 172.16.1.100. Donc, les deux adresses IP sont dans le même réseau, dans le même sous-réseau. Supposons que j'essaie de ping. Okay, je vais faire ceci. Je vais essayer de ping 172.16.1, une adresse IP qui est dans le même sous-réseau, mais qui n'a pas encore été configurée. Pour le PC2, c'est 200, mais je vais faire exprès de prendre une adresse IP que nous n'avons pas encore dans le réseau local. Lorsque je fais ping, vous voyez que la réaction du PC est différente. Le PC ne nous dit pas no gateway found. Le PC nous dit host not reachable. Ça veut simplement dire que il était possible au PC de livrer ce paquet directement, mais il n'y a pas un host qui répond avec cette adresse IP. Il n'y a pas un host qui répond à cette adresse IP. Mais lorsque nous avons essayé de ping l'adresse IP du PC3, qui est une adresse IP d'un réseau non local, le PC nous donne une réponse différente. Le PC nous dit no gateway found. Alors, je vais d'abord résoudre ce problème et puis après nous allons nous focaliser sur ce problème. Alors, nous allons prendre un PC. Nous allons ajouter un PC ici. Rapidement. Nous allons ajouter un PC ici. Nous allons connecter ce PC au switch. Et nous allons attribuer l'adresse IP qui se termine par 205 à ce PC. Donc, je vais prendre ce PC, je vais l'emmener ici. Je vais faire IP 172.16.1.205. Je valide. Je n'ai pas mis de masque. J'aime toujours mettre le masque pour être consistant. C'est vrai, le PC a systématiquement attribué le masque que je voulais.
de 255.255.255.0, mais j'ai un maître précis pour les sessions, pour donner tous les éléments au cours de la session. Alors, nous allons revenir ici, nous allons encore essayer de ping le 205. Nous voyons maintenant que le ping a une réponse. Le fait que le premier ping n'avait pas de réponse, c'était simplement qu'il n'y avait pas un équipement dans le réseau local qui répondait à cette adresse IP. Donc, il n'y avait aucun équipement configuré avec cette adresse IP. Donc, à partir du moment où nous avons ajouté un équipement avec cette adresse IP, effectivement, le PC a pu livrer le IPv4 packet directement. Nous allons réessayer avec le 200, donc qui est l'adresse IP du PC3. Le PC3 est dans un réseau non local parce que le PC3 se trouve à l'agence de Dakar. Si nous revenons ici, nous faisons ping, nous voyons que la réponse est la même. La première chose, effectivement, pour que le routage soit possible, les équipements doivent connaître l'adresse IP de la passerelle par défaut. Alors, pour les PC de GNS3, pour ajouter l'adresse IP de la passerelle par défaut, vous rappelez simplement, ou encore pour faire simple, excusez, je suis en train de refaire les mêmes choses. Alors, ce dont nous avons besoin, c'est simplement faire 172.16.1.100/24 et ajouter la passerelle par défaut qui sera le 172.16.1.1. C'est l'adresse IP que nous avons mis dans l'interface du routeur 01. Donc l'interface du routeur 01, c'est cette interface, c'est l'interface qui fait face au réseau local. Donc cette interface est la passerelle par défaut de ce réseau local. Donc tous les équipements qui voudront communiquer en dehors du réseau local de l'agence de Dallas doivent connaître où envoyer les IPv4 packets. Et donc nous devons dire à ces équipements, nous devons éduquer ces équipements en configurant l'adresse IP de la passerelle par défaut. Donc, nous allons revenir dans le PC1 et nous allons mettre l'adresse IP de la passerelle par défaut. Alors, maintenant que nous avons mis l'adresse IP de la passerelle par défaut, tel que nous le voyons, on nous dit PC1, l'adresse IP, c'est le 172.16.1.100. Ça, c'est le masque et nous avons le gateway. Et si nous faisons encore show IP, on nous résume les mêmes éléments. L'adresse IP, le masque et le gateway. Alors maintenant, nous allons essayer de ping le 172.16.2.100, donc l'adresse IP du PC3. Nous voyons que maintenant que la réponse a changé, on ne nous dit plus no gateway found, on nous dit destination host unreachable. Donc, il est très important de comprendre les étapes. Là maintenant, le PC tente de communiquer, tente d'envoyer les IPv4 packets en dehors du réseau local. Il réussit à envoyer les IPv4 packets au routeur, mais le routeur, d'une certaine façon, ne sait pas comment est-ce qu'il faut traiter ces paquets. Pourquoi? Alors, nous allons revenir ici. Nous allons revenir au routeur 1, puisque ces IPv4 packets sont envoyés au routeur 1. Lorsque nous venons au routeur 1, nous faisons do show IP route. Ce que vous allez remarquer est que les paquets sont destinés au 172.16.2, ok, au réseau 172.16.2.0/24. Ça, c'est le sous-réseau auquel appartient le PC3. Donc, les paquets sont destinés à ce sous-réseau. Alors, lorsque nous venons sur la table de routage, vous allez remarquer que nous n'avons pas un sous-réseau 172.16.2. Donc, il n'y a pas possibilité, le routeur ne sait pas comment est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut envoyer ces IPv4 packets. Alors, c'est un élément déjà très important à noter. Lorsque le routeur reçoit un IPv4 packet pour lequel il n'a pas une destination ou encore une route, il drop ce paquet, donc il abandonne ce paquet parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il faut envoyer ce paquet. Donc les paquets qui arrivent du PC1 vers le routeur 1, qui viennent du PC1 vers le routeur 1,
le routeur 1 ne sait pas comment est-ce qu'il faut les traiter parce que ces paquets sont destinés à un réseau non local pour lequel le routeur 1 n'a pas de route. Le routeur 1 n'a pas de route. Alors, c'est là où nous allons maintenant appliquer le concept de route statique. Une route statique est simplement une façon de configurer une route une façon d'éduquer le routeur. De dire que si tu reçois les paquets qui sont destinés au sous-réseau 172.16.2.0, c'est ainsi que tu dois les traiter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons les éléments d'une route statique. Nous avons la commande IP route. Nous allons mettre le réseau. Ce sera le réseau de destination. Et nous allons mettre le masque, le 24, donc 255.255.255.0. Et nous aurons également le next hop, donc l'équipement, le prochain équipement. Configurer la route statique dans le routeur 1, nous allons faire IP route. Le réseau de destination, c'est le 172.16.2.0. Ici, nous précisons maintenant le réseau. Nous précisons le réseau. Donc, c'est ce réseau. Les paquets qui viennent du routeur 1 sont destinés à ce réseau. Donc, nous avons mis le réseau. Nous allons mettre le masque. OK. Pour faire simple, si nous faisons IP route, je vais rappeler, si nous mettons le point d'interrogation, ABCD, donc Destination Prefix, donc le réseau de destination, 172.16.2.0. Si nous mettons le point d'interrogation, on nous demande le masque de destination, c'est le 255.255.255.0. Si nous mettons le point d'interrogation, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, mais pour l'instant, ce que nous allons utiliser, c'est cet élément, le ABCD, donc le Forwarding Router's Address. Alors ici, il est très important de comprendre que les paquets qui vont venir du routeur 1 seront transmis à l'interface du routeur 2 qui fait face au routeur 1. Donc, pour le faire, nous allons venir ici, si nous revérifions ici, le serial 2.0, donc le serial 2.0, ici c'est la connexion serial 2.0 à cette adresse IP. Donc c'est cette adresse IP que nous allons mettre comme le forwarding router's address. Donc c'est le routeur 2 qui va transmettre les paquets qui sont destinés à ce réseau. Forwarding router's address, le next hop. Nous allons beaucoup parler du next hop, mais pour l'instant, nous voulons configurer et tester. Après, nous allons partir pas à pas sur les éléments. Alors, je reviens sur la configuration. Je vais rappeler la commande qui a échoué. Et nous avons l'adresse IP de l'interface, de cette interface. Donc, l'interface qui fait face au routeur 1. Donc, ce sera le 172.16.4.2. Nous avons mis cela et nous allons tester. Mais attention, nous avons mis la passerelle par défaut dans le PC1, mais nous n'avons pas mis la passerelle par défaut dans le PC3. Avant de continuer, nous allons quand même essayer de ping. Nous allons prendre le PC1 et nous allons encore essayer de ping. Si nous essayons de ping, vous voyez que la réponse change. Toutes les fois que nous sommes en train d'ajouter des éléments, avant, lorsqu'il n'y a pas de route statique, on nous disait Destination Host Unreachable. Alors, maintenant que nous avons mis une route statique, d'une certaine façon, le paquet arrive. Le paquet peut maintenant partir. Le routeur 1 sait maintenant comment traiter le IPv4 paquet destiné à ce réseau. Il l'envoie au routeur 2. Mais d'une certaine façon, ça échoue parce que il y a des éléments qui manquent. Effectivement, je venais de le noter que le PC3 n'a pas encore de passerelle par défaut. Parce que la communication est dans les deux sens. Lorsque le paquet vient du PC1,
le PC3 doit également savoir comment est-ce qu'il faut retourner ce paquet. Donc, s'il n'a pas de passerelle par défaut, il ne saura pas comment est-ce qu'il faut renvoyer les paquets qui sont destinés à des réseaux non locaux. Donc, nous allons partir dans le PC3, nous allons y ajouter une passerelle par défaut. Alors, la passerelle par défaut du PC de ce réseau local, c'est simplement le 172.16.2.2. Donc, l'adresse IP qui est sur l'interface du routeur 2 qui fait face au réseau local. Donc, nous allons ajouter cela ici, 172.16.2.2. Alors, le PC3 a maintenant une passerelle par défaut. Nous allons revenir au PC1 et nous allons essayer de ping. La réponse est la même. Et maintenant que nous avons une route statique dans le routeur 1, nous allons encore vérifier si quelque chose a changé dans la table de routage. Nous allons faire do show IP route. Et tel que vous le voyez, nous avons maintenant une route qui a pour code S. Et lorsque nous revérifions la légende, S c'est pour statique. Donc ça c'est très important à comprendre. Les légendes, la signification des codes des routes. Les routes avec le code C, les routes avec le code L, les routes locales et les routes avec le code S. Donc ici, comprenez la logique de cette route. Je vais élargir ici. Nous avons le réseau de destination, c'est le 172.16.2.0/24. Donc 172.16.2.0, c'est le réseau que nous avons mis. Le masque, c'est le masque que nous avons mis, qui est en notation préfixe ici, 24. Et via, donc nous avons dit que lorsque tu veux envoyer des paquets destinés à ce sous-réseau, envoie ces paquets au travers du 172.16.4.2 et c'est ce que la route statique a repris. Alors, tel que nous l'avons dit, le IPv4 routing est dans les deux sens. Nous avons une route statique dans ce routeur, mais nous n'avons pas encore une route statique dans ce routeur. Donc, ce qui se passe est que la raison pour laquelle le PC1 n'arrive toujours pas à communiquer avec le PC3 est simple. C'est simplement lorsque les paquets arrivent au niveau du PC3, le PC3 essaie de répondre, mais le routeur 2 ne sait pas comment est-ce qu'il faut atteindre ce réseau. Donc, nous devons également partir dans le routeur 2, l'éduquer sur la façon d'atteindre le réseau de l'agence de Dallas. Donc, pour le faire, nous allons partir dans le routeur 2. On va faire IP route. Excusez, je vais enlever ceci. IP route. Le réseau de destination, c'est ce réseau. Donc, 172.16.1.0. Le masque, c'est toujours le /24. Et cette fois-ci, le next hop, c'est l'inverse. Le routeur 2 va envoyer des paquets au routeur 1. Le routeur 2 veut envoyer des paquets au routeur 1. Donc, ce sera l'adresse IP de cette interface. Donc, ce sera le 172.16.4.1. Alors, une fois que nous avons mis cela, nous allons repartir au niveau du PC. Nous savons déjà que après avoir configuré ceci, il y a également une route statique qui s'est ajoutée dans le routeur 2. Mais nous voulons voir si le PC1 peut maintenant communiquer avec le PC3. Lorsque nous repartons au PC1, nous faisons le ping, timeout, et le ping peut maintenant passer. Le ping peut maintenant passer. Les deux premiers pings ont échoué. Nous savons que ARP, il y a la résolution ARP. Alors, lorsque le PC1 veut communiquer, il y a deux segments ici. Nous avons le premier segment entre le routeur 1 et le routeur 2. Et nous avons le deuxième segment entre le routeur 2 et le PC3. Et j'imagine c'est la raison pour laquelle les deux premiers pings ont échoué et les trois autres pings ont réussi. Alors, lorsque nous faisons ping, si nous faisons ping une deuxième fois, il n'y a plus, tous les pings passent parce que les équipements ont maintenant connaissance, ont maintenant des entrées à ARP pour ces adresses IP. Alors, c'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment vérifié,
dès le départ de la session, la session, si nous faisons show IP ARP, nous voyons qu'il y a également les entrées ARP. Lorsque nous allons travailler sur ce segment, nous allons un peu nous arrêter pour voir comment est-ce que le ARP table est complété au fur et à mesure que les équipements communiquent. Mais ce sont des éléments que nous avons déjà vus. Alors, ici, c'est pour résumer ce que nous venons de faire. Après avoir fait le AND process dans le cadre de la communication du PC1 vers le PC3, le PC1 s'est rendu compte que l'adresse IP du PC3 est dans un réseau non local. Alors, ce qu'il devait faire pour communiquer avec le PC3, sa seule option, c'était d'envoyer les IPv4 paquets à l'adresse IP de la passerelle par défaut. Donc, l'adresse IP de l'interface du routeur 1 qui fait face au réseau local. Alors, par conséquent, le PC1 ne peut pas tenter de transmettre le IP packet directement au PC3. Il doit envoyer le IP packet à la passerelle par défaut, selon sa table de routage. Avant de transmettre le IP packet au routeur, le PC1 doit connaître l'adresse MAC de l'interface du routeur. Donc ici également, il y a la résolution ARP qui intervient. Connaître l'adresse MAC de l'interface du routeur. Il utilise, excusez, je suis en train d'expliquer avec des éléments qui ne sont pas ceux de notre lab, mais j'aimerais juste faire comprendre la logique. Donc, lorsque le PC1 veut envoyer les paquets à la passerelle par défaut, il n'a pas de l'adresse MAC de l'interface qui fait face au réseau local, donc cette interface. Alors, il va utiliser ARP pour découvrir l'adresse physique de cette interface. Il utilise le protocole ARP et envoie une diffusion sur le sous-réseau local. Puisqu'il s'agit d'une diffusion, l'adresse MAC de destination est FFF. Chaque hôte du sous-réseau local, y compris le routeur, recevra le paquet. Ce paquet ARP inclut également l'adresse IP de destination. Et dans le cas de notre exercice, ce sera le 172.16.1.1. Par conséquent, si l'un des hôtes détermine que son adresse IP correspond à celle du paquet ARP, dans ce cas le routeur, il répondra au PC1, y compris son adresse MAC. Alors, ça ce sont les éléments de base concernant la communication, le IP routing.